Braves patriotes, vous êtes les vrais enfants de la Belgique. Hier et aujourd'hui, vous avez prouvé à l'Europe que vous étiez dignes de la liberté. 3 journées de combat ont immortalisé la population parisienne. Bruxelles, aidée de ses amis et alliés des autres villes, n'est pas restée au-dessous d'une si belle gloire. Encore quelques courageux efforts et la victoire est à nous pour toujours. Les populations des communes environnantes arrivent plein d'ardeur pour venger le sang belge et achever le triomphe de la liberté. Louvain, victorieux, vous promet son énergique bourgeoisie. Soyez donc plein de confiance, le découragement est au camp ennemi. La Providence a retiré tout courage à des soldats qui ne rougissent pas de souiller leur drapeau du pur sang de leurs frères. Bourgeois de Bruxelles, qui redoutez le pillage de vos maisons, savez-vous l'espoir criminel qu'on ne craint pas de faire éclater dans les rangs des soldats? Le pillage. Prenez la ville, leur disait-on, et 2 heures de pillage paieront vos efforts. Bourgeois de Bruxelles, redoublez donc de vigilance, à vos barricades, formidable fortification, ajoutez de nouvelles barricades. Les pavés lancés des fenêtres ont fait à moitié la révolution parisienne. Continuez ainsi de tenir vos croisées garnies de ces redoutables projectiles et que l'ennemi écrasé apprenne ce qu'il en coûte à venir attaquer dans son sein une population qui veut être libre. Ce texte a été affiché. Donc c'est un placard. Le 24 septembre 1830. Il est lu publiquement, comme je viens de le faire, au son du tambour, donc dans le centre de Bruxelles. J'ai tiré ce texte d'un recueil de documents qui s'intitule « La Révolution de 1830 racontée par les affiches » et publié par Charles Terrinden qui, à l'époque, il y a bien longtemps, était professeur à l'université de Louvain. Je montre ce petit livre qui pourrait vous servir, si vous faites une leçon sur ce sujet-là. Il y a 2 ou 3 petites choses que je dois expliquer dans ce texte. Tout d'abord, le texte date du 24, il est lu le 25. Les événements révolutionnaires ont lieu du 23 septembre jusqu'au 26 septembre, on peut même dire le 27 septembre. Donc c'est ce qu'on appelle habituellement les journées de septembre, donc les journées de la Révolution belge. Vous savez bien sûr que le 27 septembre, vous avez congé. C'est la fête de ce qu'on appelait jadis la communauté française et de ce que l'on appelle maintenant la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc tous les enseignants et tous les élèves donc, sont en congé. Pourquoi sont-ils en congé? Parce que le Parlement de la communauté française a décidé en son temps, d'ailleurs il ne portait pas le nom de Parlement quand ça a été décidé, que le 27 septembre serait la date, j'allais dire, nationale, ça n'a pas de sens, mais disons communautaire des Bruxellois et des Wallons. Pourquoi? Parce que le 27 septembre, c'est le jour où l'armée hollandaise évacue le parc de Bruxelles, qui marque par cet événement la fin de l'aspect, je dirais, militaire de la Révolution belge. Il y a 2 ou 3 d'autres éléments sur lesquels je vais aller très rapidement. On fait référence à la Révolution en France, à Paris. Il s'agit de ce que l'on appelle dans l'historiographie les 3 glorieuses, qui sont 3 journées qui se situent à la fin du mois de juillet, donc 2 mois plus tôt, exactement 2 mois plus tôt, et qui va, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon ce sera un autre sujet, donc va mettre fin au règne de Charles X,
il va inaugurer un nouveau régime, celui de la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe Ier, qui sera non plus roi de France, mais roi des Français. Toute la différence. Et quand la Belgique va se donner un roi, après d'élection par le Congrès national, ce roi, Léopold Ier, portera le nom, non pas de roi de Belgique, mais de roi des Belges, pour bien marquer qu'il s'agit en fait d'une monarchie constitutionnelle qui lie le roi non pas à des sujets, mais à des citoyens par un véritable contrat qui doit être respecté donc par le roi. Voilà. Pour le reste, il y a un petit mot qui paraît secondaire mais qui doit être précisé également. À 2 ou 3 reprises dans ce texte, on parle de bourgeois. Ce mot ne doit pas être pris dans son sens de classe sociale. Je vous ai déjà expliqué dans des cours l'an dernier qu'un bourgeois, au Moyen-Âge, c'est l'habitant d'un bourg, donc d'une ville, autrement dit. Et c'est encore dans ce sens-là qu'il faut prendre le terme bourgeois ici. Entendu ? Pour le reste, il y a quand même un élément important, c'est que l'on parle de pillage de l'armée hollandaise, passée ou à venir. En fait, ce pillage n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est de la propagande pour stimuler le sentiment populaire à ce moment. Il y a un problème qui se pose lorsque l'on aborde la Révolution belge, c'est de savoir s'il s'agit d'une révolution nationale ou d'une révolution sociale. Vous savez ce que c'est qu'une révolution nationale? C'est une révolution où il s'agit de changer d'entité politique lorsque une région, un pays, dépend d'une puissance, tire ça d'un coup s'il te plaît, d'une puissance vécue comme étrangère pour dorénavant diriger son propre destin. Dans le cas d'une révolution sociale, c'est autre chose. Il s'agit de remettre en cause les rapports sociaux à l'intérieur d'un pays. Et il s'agit de repenser la redistribution des droits, mais surtout des biens éventuellement. Ces révolutions sociales peuvent avoir diverses formes, révolution bourgeoise, révolution prolétarienne, entre autres. J'avais prévu déjà depuis un petit temps de faire cet exposé. Mais il se trouve d'autant plus justifié que, avant-hier, en France, a eu lieu le premier tour des primaires de la droite et du centre. Les résultats sont maintenant bien connus. Et c'était une surprise, c'est François Fillon qui a donc gagné haut la main cette élection avec plus de 44% des voix, ce qui était tout à fait inimaginable une semaine plus tôt. Or, je vous ai déjà dit dans un cours précédent, il y a un mois ou un mois et demi, que François Fillon avait tenu des propos qui, pour nous, professeurs d'histoire, moi et vous, futurs professeurs, nous concernent au premier chef, bien que nous vivions ici en Belgique, mais ça concerne en tout cas nos collègues français. C'est qu'il a dit que s'il arrivait au pouvoir, il fallait réviser complètement les programmes d'histoire qui, à ses yeux, avaient été rédigés par des idéologues, autrement dit par des gauchistes, entre guillemets, et qu'il fallait, dès lors, faire réécrire complètement ces programmes
sous la haute autorité d'une commission comprenant 3 membres de l'Académie française. Vous imaginez bien, ce sont des écrivains. Vous savez que l'Académie française n'est pas particulièrement progressiste par son recrutement. Et donc, on voit que derrière cette pseudo-légitimation de la rédaction de ces nouveaux programmes d'histoire tels qu'ils les envisagent, il y a la volonté de mettre en scène, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, le fameux roman national dont on parle souvent, c'est-à-dire une histoire qui, sur le plan idéologique, convienne à la droite au pouvoir, très clairement. Donc une histoire qui met l'accent sur l'identité nationale. Vous connaissez cette vieille phrase que l'on trouvait jadis dans les manuels scolaires, nos ancêtres les Gaulois. On sait bien que, vu la composition multiple sous le plan culturel de la France aujourd'hui, on peut se demander comment réécrire une histoire de France qui réaxe, je dirais, les tables des matières sur base de cette notion de la France aux Français. Les Français doivent être fiers. Oui, les Français, on est bien d'accord en tant que nation, mais si derrière le mot français, il n'y a pas l'adhésion à des valeurs, mais référence, parce que le terme est ambigu, à des origines précises qui remonteraient soi-disant à à un passé finalement récent, puisque je vous ai déjà dit que les Gaulois viennent d'Europe centrale, ce sont des Celtes qui viennent d'Europe centrale, qui eux-mêmes venaient vraisemblablement, enfin on peut mettre des points d'interrogation du sud de la Russie, mais en tout cas ils ont essaimé à partir de la Bavière, de l'Autriche, enfin bref, de l'actuel État tchèque, donc vers un petit peu partout en Europe. Il y a seulement, il y a 2800 ans, au plus tôt. Donc les Gaulois sont très clairement des immigrés, comme nous sommes tous des immigrés sur Terre, parce que vous savez que le berceau de l'humanité est situé en Afrique orientale, et que, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, nos ancêtres sont tous des Noirs qui ont blanchi, qui se sont adaptés à de nouveaux climats, et qu'il y a vraisemblablement seulement 200 000 ans que l'homme moderne a quitté l'Afrique pour se rendre au Proche-Orient, d'où il a essaimé vers l'Asie et vers l'Europe. Voilà. Donc si on n'a pas ça en tête, vous voyez bien, on est dans la pure idéologie. Et donc c'est un recul en arrière très net d'au moins un siècle, me semble-t-il. En ce qui concerne maintenant la Révolution belge de 1830, cette Révolution belge a très tôt fait l'objet d'études, et dès le début des années 1830, il y a des historiens qui ont publié, et là en particulier les Jean-Baptiste, notons, une histoire de la Révolution belge qui est assez sérieuse. Il se fait que, du point de vue de l'histoire événementielle en tout cas, il se fait que, par la suite, 3 écoles, entre guillemets, 3 tendances historiographiques se sont fait jour. D'une part, une école ou une tendance qui met l'accent sur le côté national de cette révolution belge, une autre école qui met l'accent sur l'aspect francophone et wallon de cette révolution, et enfin une troisième tendance qui met l'accent sur l'aspect social de cette révolution. Donc vous avez bien retenu, première tendance nationale, deuxième tendance francophone et wallonne, et enfin dernière tendance qui
qui explique cette révolution par les phénomènes économiques et sociaux. Il se fait que quand j'étais étudiant à l'Université de Bruxelles, il y a maintenant 40 ans, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais bon, quand même, ça doit être daté, parce que celui qui émet un discours, enfin dans mon cas ici de type historique, doit expliquer un petit peu son parcours, et les cours que j'ai suivis à l'université datent d'il y a 40 ans maintenant. Et j'avais deux professeurs de tendance tout à fait opposée. D'une part, Robert de Bessoer, qui était un marxiste, et d'autre part, Hervé Asquin, qui était un libéral, qui a occupé d'ailleurs des postes ministériels par la suite. Ils étaient tout à fait opposés quant à leur interprétation de la révolution industrielle. Mais, lorsqu'en 1980, donc j'étais déjà sorti de l'université à ce moment-là, lorsqu'en 1980 a lieu le 150e anniversaire de la Révolution, belge donc, ils publient chacun de leur côté une petite synthèse des événements et donnent leur avis sur l'interprétation donc de cette révolution. Il se fait qu'ils sont pratiquement d'accord, même si l'un, Robert de Bessoer, le marxiste, insiste plus, un peu plus seulement sur les aspects économiques et sociaux, mais seulement un peu plus, sans nier du tout l'aspect national. Quant à Hervé Asquin, il insiste, en tout cas pour la deuxième partie de la Révolution, sur les aspects politiques, mais il ne nie pas du tout, au contraire, les aspects économiques et sociaux. Donc, il y a une sorte d'unanimité entre ces deux professeurs. Robert de Bessoer est décédé, Hervé Asquin est toujours maintenant, qui me conforte dans l'explication que je vais vous donner maintenant, et qui n'est pas basée sur des sources, parce que bon, je n'ai pas travaillé de première main sur la Révolution belge, mais en tout cas qui me permettent de tenir un langage qui ne soit pas suspect d'une orientation quelconque. Première tendance, donc, celle de la tendance, première tendance, celle de l'explication de type national, patriotique, si vous voulez. Cette tendance s'explique par le besoin qu'ont eu les historiens de justifier ce sentiment national latent depuis longtemps dans les territoires que constituent nos régions, parce que la Belgique était un État tout à fait récent et qu'il fallait défendre sa sécurité en montrant l'originalité, les particularités du peuple belge, qui le distinguait dès lors du peuple français et du peuple allemand, qui étaient en rivalité à cette époque-là. En particulier, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Je vous rappelle la guerre de 1870 entre la Prusse et la France, ce sentiment revanchard que l'on trouve chez les Français jusqu'en 1914, et cette menace pour les Belges qui venaient à la fois du sud, donc de la France, et de l'Est, à savoir de l'Allemagne. Un historien belge, le plus grand des historiens belges d'ailleurs, Henri Pirenne, P-I-R-E-2-N-E, qui était professeur à l'université de Gand, a pris sa plume pour rédiger en 7 volumes une histoire de Belgique. Et il explique dans le tome 1, qui est donc antérieur à 1900, parce qu'évidemment l'écriture de ces 7 volumes va prendre plusieurs décennies, il explique dans ce tome 1 que ce sentiment national belge
s'est progressivement formé depuis l'époque bourguignonne, disons depuis le XVe siècle, pour aboutir enfin à la création d'une nation belge en 1830. Deuxième tendance maintenant, et on peut effectivement souligner l'idée que le roi Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, c'est-à-dire de ce territoire qui comprenait au nord, depuis 1815, donc depuis le congrès de Vienne, ce que l'on appelle le royaume des Pays-Bas actuel, au sud la Belgique, plus alors le Grand-Duché du Luxembourg. Les trois États actuels faisaient partie d'un seul État, qui était le royaume des Pays-Bas. Donc, Guillaume Ier a cherché à néerlandiser la partie méridionale du pays, à savoir la Wallonie, mais cela ne déplaisait pas seulement qu'aux francophones du pays, et quand je dis les francophones, entendons-nous bien, beaucoup, je dirais la majorité de la population ne parlait pas vraiment français, hein, ils parlaient des dialectes wallons. Vous savez qu'il y a dans la région de Mons ce qu'on appelle le wallon de l'Ouest, enfin quand je dis Mons, Borinage, Charleroi, il y a le wallon du centre dans la région de Namur, et puis vous avez le wallon de l'Est dans la région de Liège. Les wallons pouvaient se comprendre entre eux, mais enfin ce n'étaient pas les mêmes dialectes. À l'ouest de la Belgique, dans la région de Tournai, on parlait le picard, et dans le sud, l'extrême sud de la Belgique, on parlait le lorrain. Voilà. Donc en fait, vous devez imaginer que vos ancêtres, comme les miens, dans la première moitié du XIXe siècle, leur langue véhiculaire, leur langue vernaculaire, ce n'était pas le français, sauf s'ils appartenaient justement à la bourgeoisie. Mais pour le peuple ne parlait pas français. La même chose en Flandre. Hein. En Flandre, il y avait plusieurs dialectes flamands. D'ailleurs, si vous écoutez du limbourgeois à l'heure actuelle, ou vous écoutez du dialecte de la région de Furnes ou de Ypres, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et ceux qui parlent le néerlandais civilisé, les Buskaven, les Nederlands, je peux vous dire qu'ils ne comprennent pas ou très difficilement quand on parle dans ces langues-là. Vous avez vu qu'à la télévision, il y a une émission qui s'appelle Wallons-nous. Hein. Moi, je ne connais pas le wallon, je ne peux pas le parler, mais je regarde de temps en temps cette émission parce que, bon, franchement, c'est quand même la langue de mes ancêtres. Hein. Mes grands-pères parlaient encore le wallon, ils parlaient français aussi, mais ils parlaient le wallon, et c'est quand même touchant d'entendre des pièces de théâtre en wallon, quand même. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ils ont eu la bonne idée de mettre des sous-titres. Avant, ce n'était pas le cas dans cette émission, donc on peut au moins tout comprendre. C'est pas très éloigné, je crois qu'on peut s'y habituer assez facilement, en tout cas à l'audition. Maintenant, le parler, c'est autre chose. Hein. Voilà. Mais il faut savoir qu'en Flandre, vous aviez aussi des francophones. La bourgeoisie, celle qui compte sur le plan intellectuel et en termes de poids politique, la bourgeoisie en Flandre parlait français, hein, à Gand, à Bruges, à Anvers. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, deuxième tendance, c'est la tendance que la révolution dite belge serait une révolution avant tout une révolution francophone et wallonne. Ce n'est pas tout à fait faux. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, pourquoi? Mais il faut apporter des nuances. Pourquoi? Parce que lors de la Révolution, c'est-à-dire la Révolution s'étend, je vous ai expliqué, donc le cœur, la période très chaude de la Révolution, c'est entre le 23 septembre et le 26-27 septembre. On a eu un acte, d'accord. Hein, mais la Révolution, en fait, elle commence sous forme d'émeute, je dirais, dès le 25 août. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pourquoi a-t-on pu parler de révolution francophone et de révolution wallonne?
Parce qu'effectivement, quand on analyse les statistiques des distributions de la croix de fer en 1830 et après 1830 pour les partisans qui avaient contribué à la réussite de cette révolution, on voit que 60% de la distribution de ces médailles a été attribuée à des bruxellois, 30% à des Wallons, 1% des Français qui sont venus collaborer, et alors 8% à des Flamands. Alors quand on voit ça, on se dit, oui, une écrasante majorité, ce sont effectivement des francophones. Vous voyez, 60% bruxellois, 30% de Wallons et seulement 8% de Flamands. Donc on peut dire qu'à 90%, donc c'est une révolution effectivement francophone. Sauf que la majorité de la population de Bruxelles, à cette époque-là, parlait flamand. Il ne faut pas oublier que Bruxelles était une ville flamande. Hein. La francisation de Bruxelles date, en cours en tout cas, date du XVIIIe siècle, parce qu'à Bruxelles, vous avez les institutions centrales et administratives des Pays-Bas autrichiens. Mais pour le reste, Bruxelles, il suffit de voir une carte, est enclavée en Flandre. Hein. Vous savez d'ailleurs que quand vous allez de Bruxelles en Wallonie, vous devez au moins traverser une commune flamande. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas de couloir, si vous voulez, entre les deux. Hein? Alors c'est une vieille revendication flamande, ce n'est pas pour rien que la communauté flamande, la Vlaams de l'Ouest, a établi sa capitale à Bruxelles, hein, et pas Anvers ou à Gand. Ils considèrent que c'est un territoire flamand. Et vous savez que chaque année, les hommes politiques, entre autres, font à vélo le tour de Bruxelles, dans ce qu'on appelle le Gordel, G-O-R-D-E-L, un petit peu, enfin je ne veux pas faire de polémique ici, mais enfin un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, pour montrer, on fait le tour, je dirais un petit peu comme des peaux rouges, autour d'une citadelle, enfin un camp de tunique bleue assiégé, quoi. Effectivement, ils peuvent faire le tour en restant en Flandre. Voilà, mais enfin là je m'engagerai dans des polémiques et ce n'est pas l'objectif du tout de ce cours. Donc effectivement, il faut un petit peu nuancer. Ceci dit, incontestablement, les Bruxellois francophones et les Wallons sont effectivement, ont joué un rôle prépondérant pendant cette révolution, pendant les journées de septembre 1830, incontestablement. D'autant plus que cette thèse était renforcée par des Flamands eux-mêmes qui ont montré qu'il y avait un parti français, je dis bien français, je ne dis pas francophone, qui était venu à Bruxelles pour, j'allais dire, poursuivre la révolution de juillet 1830 en France. Alors, les Français sont intervenus un an plus tard pour défendre la Belgique face à une invasion des troupes hollandaises, alors que Léopold Ier était déjà roi des Belges. Troisième courant, c'est celui donc de l'explication de l'interprétation économique et sociale. Alors, dans cette perspective, le sentiment national n'a pas joué un rôle clé, il a joué un rôle, oui, mais certainement pas le rôle clé, c'est pas lui qui est à l'origine de la révolution. Et effectivement, on voit qu'au milieu de l'année 1830, donc quelques mois avant que cette révolution éclate, il y a des émeutes, des grèves importantes. N'oubliez pas qu'on est en pleine révolution industrielle à ce moment-là. À Verviers, à Liège, à Bruxelles et dans les alentours, qu'il ne faut pas négliger. Effectivement, il y a des faillites retentissantes, comme à Verviers par exemple. Il y a également des grèves, en particulier à Liège, et je vous ai parlé des faubourgs de Bruxelles,
N'oubliez pas que les faubourgs de Bruxelles, maintenant, si l'on voit topographiquement, géographiquement ce que c'est directement les communes qui se trouvent autour du Pentagone. Hein, donc, il ne faut pas croire que l'on va dans le grand Bruxelles. Non, c'est le petit Bruxelles, donc juste autour du Pentagone. Hein. Molenbeek, Saint-Gilles, Anderlecht, par exemple. Vous aviez donc des usines à cet endroit-là. Alors, donc, je vous dis, il y a un problème majeur, c'est qu'il y a des licenciements, il y a un chômage conséquent dans toutes ces régions-là qui se développent. Et à cette époque-là, il n'y a pas d'allocation de chômage, hein, je vous rappelle. Hein. Ça veut dire que quand on n'a plus de boulot, ben on n'a rien pour survivre dans ces années-là. La plupart des caisses de secours vont naître plus tard, donc on n'a rien. Il y a parallèlement une hausse des prix très importante. Alors quand vous additionnez problème du chômage et perte importante du pouvoir d'achat, vous comprenez que l'ambiance dans certaines communes, dans certaines villes, soit plutôt chaude. Et ça se situe dès le milieu de l'année 1830, donc quelques mois avant. Ça va être renforcé au mois d'août et au mois de septembre, toutes ces émeutes. Alors qu'est-ce qui va se passer effectivement donc au mois d'août? Parce que c'est à ce moment-là que les événements débutent. Donc je vous ai donné les 3 types d'explications, alors on voit ce qui se passe. Le 25 août, qui est le point de départ, l'étincelle, si vous voulez, de la Révolution, et c'est ce que j'apprenais encore, moi, quand j'étais à l'école primaire, c'est seulement par la suite que je me suis rendu compte que ces manuels étaient des manuels qui étaient là uniquement pour véhiculer l'idéologie du patriotisme national. C'était incroyable, l'endoctrinement. On nous parlait des communistes, je me souviens, même à l'école primaire, mais je peux vous dire que je ne vois pas très bien la différence, sauf que ce n'est pas la même orientation, mais c'était de l'endoctrinement au premier degré, hein, ces manuels d'histoire. Voilà, je regrette de ne pas avoir retrouvé mon manuel d'histoire que j'ai gardé longtemps, et puis là, je ne sais pas ce que j'en ai fait à l'époque, mais bon, ça peut se retrouver en bibliothèque facilement, mais c'est incroyable, hein, avec des images destinées à nous frapper, où on voyait le comte Frédéric de Mérode, qui était, je me demande s'il n'était pas... on le voyait même transpercé par une grille du parc de Bruxelles, sanguillonnant. Non, il était, on voyait le comte, donc Frédéric de Mérode, en train d'agoniser tout blafard. Et justement, un comte. On ne voyait pas d'ouvrier, hein. Donc on voyait justement un noble en train d'agoniser avec le chapeau Brabançon. Hein. Et voilà, donc. Mais c'était de l'idéologie pure, mais c'est passionnant à voir. Hein. Donc, évidemment, moi, comme historien, quand je me souviens maintenant tout ça, je me dis, c'est incroyable ce que nous faisait gober à l'époque, quoi. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, le 25 août, et c'est ce dont on nous parlait à l'école primaire et secondaire, le 25 août, il y a la fameuse représentation de l'opéra d'Aubert, A-U-B-E-R, je ne crois pas qu'il y ait de T, hein, non, Aubert. Il y a une rue juste à côté de l'Opéra de Paris qui s'appelle Aubert, justement. Il y a la rue Scribe et la rue Aubert. Et donc, Aubert, qui était l'auteur de cet opéra, La Muette de Portici, en fait, c'est un opéra qui a été joué à la Monnaie le 25 août. Vous voyez tous où se trouve la Monnaie, c'est l'Opéra national de Bruxelles, hein, qui existe toujours, sauf qu'il a été rénové. On a fait des très gros travaux il y a 15, 20, il y a au moins 20 ans maintenant, qui ont modifié évidemment sa structure. Mais enfin, vous voyez la place de la Monnaie quand même, hein, à proximité de la place de Brouckère, enfin on n'est pas loin de la Grande Place. Hein. Et donc, lors de une représentation de cet opéra, on chante à un moment donné, je ne sais pas si c'est Masiello, parce que Masiello, en fait, c'est le héros de cet opéra, qui est un partisan napolitain
qui soulève les Napolitains contre le vice-roi espagnol qui gouvernait à ce moment-là la royauté de Naples, dont le roi d'Espagne était roi d'ailleurs. Hein. Et on chante « Amour sacré de la patrie ». Alors en fait, c'est un opéra qui concerne une situation qui s'est passée en 1647 à Naples. Mais c'est un opéra en français. Hein. Or, les bourgeois et les jeunes intellectuels qui sont présents dans le théâtre lyrique à ce moment-là, quand ils entendent ça, amour sacré de la patrie, même si ça concerne les Napolitains du milieu du XVIIe siècle, évidemment, ça fait écho, ça fait résonance immédiatement par rapport à leur propre situation, eux, Belges, par rapport au pouvoir hollandais. Et alors, bon, ça c'est l'image d'Épinal que tout le monde a, ils sortent avec leur parapluie, etc. Ah, voilà, on veut nous séparer des Hollandais, on veut notre État indépendant, etc. En tout cas, on ne supporte plus. Je ne crois pas que le mot indépendance ait été prononcé à ce moment-là, mais en tout cas, ils ne veulent plus être considérés comme des sous-citoyens, enfin, ce sont des sujets d'ailleurs du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, qui est au fond le dernier des despotes éclairés. Il est dans la ligne, je dirais, de Joseph II et même de Napoléon, quelque part. C'est le dernier des despotes éclairés, même si les Pays-Bas disposent d'une grande ouette, c'est-à-dire d'une loi fondamentale, d'une constitution. En fait, le roi tient bien les rênes du pouvoir entre les mains. Mais le même jour, et c'est ça qui est intéressant, après que ces bourgeois se soient manifestés, parce que ce n'est pas les ouvriers qui allaient à l'opéra, vous pensez bien, il y a des émeutes dans la proche banlieue de Bruxelles. On va casser des machines. Là, ça concerne les ouvriers. Donc, vous avez donc, je dirais, les deux éléments qui ont conduit à des explications différentes par la suite. Est-ce une révolution nationale? Est-ce une révolution sociale? Oui, effectivement, il y a exaltation du sentiment patriotique lorsque les bourgeois, ces jeunes bourgeois, écoutent donc cet opéra, à la suite duquel, d'ailleurs, ils vont vers un journal, je crois qu'il s'appelait le Constitutionnel, qui représentait la voix du pouvoir hollandais. Ils le mettent à sac. Et puis alors, vous avez, après cela, donc, une émeute importante. On va casser des machines, les ouvriers. Donc là, ça concerne plutôt une réaction face à la société industrielle, face aux machines, hein, parce que les machines, c'est quelque chose... Les nouvelles machines faisaient très peur, parce que quand on a une nouvelle machine, on se retrouve au chômage, hein, parce que les machines, c'est toujours les nouvelles machines sont destinées à réduire ce qu'on appelle, encore à l'heure actuelle, les coûts de production, c'est-à-dire à licencier les gens. Vous savez qu'on parle d'une augmentation brutale du chômage d'ici 10-15 ans, parce qu'avec toute l'informatisation générale de la société, avec toute une série de nouvelles machines, on va devoir licencier en masse. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin, ça, voilà, on peut déjà projeter à partir... voilà, il suffit de voir un petit peu ce qu'on fait dans les banques pour l'instant. Vous avez vu que depuis 2 mois, le nombre d'employés de banque ont été licenciés. C'est chez... il y a eu d'abord c'est ING, il y a eu AXA aussi, il y a une banque flamande qui s'appelle Copran, enfin voilà. Donc il y a eu des licenciements massifs, ou qui seront en cours en tout cas, avec ce qu'on appelle des plans sociaux. Ce qu'on appelle les plans sociaux, en fait, c'est du licenciement, hein, avec parfois, oui, avec des indemnités, mais enfin bref, on perd son emploi. Alors, pour la suite des événements. Dans un premier temps, on ne peut pas nier donc qu'au mois de septembre, il y a un mouvement, fin du mois d'août et au mois de septembre, un mouvement populaire très clair.
qui résulte de la misère, de l'exploitation. Je peux vous dire qu'au début de la révolution industrielle, encore pendant plusieurs dizaines d'années, mais l'exploitation était vraiment à son comble. On est dans une période de dépression, de crise économique. Mais alors, assez rapidement, il va y avoir une récupération de ce mouvement ouvrier, de ce mouvement populaire, par une certaine bourgeoisie. Je dis bien une certaine bourgeoisie, parce que la bourgeoisie ne forme pas une unité. Il y a, en 1830, un certain nombre de classes sociales. Vous avez tout d'abord l'aristocratie, constituée par des grands propriétaires fonciers, qui sont catholiques et qui donc détestent le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, parce que c'est un protestant, et que celui-ci a en ligne de mire l'épiscopat catholique. Donc, cette aristocratie est contre les Hollandais. Vous avez ensuite la grande bourgeoisie. Et Guillaume Ier s'en est fait une alliée de cette grande bourgeoisie. Lui-même a soutenu la création de la Société Générale. C'est à l'époque de Guillaume Ier que John Cockerill va installer ses usines donc dans la région liégeoise. Donc, au sein de la grande bourgeoisie, il n'y a pas du tout d'opposition face au pouvoir de Guillaume Ier, et donc la grande bourgeoisie n'est pas du tout pour la séparation. Au contraire, ça l'arrange d'avoir ces deux pays qui sont complémentaires. La Belgique, en tout cas pour la Wallonie, qui est dans une période d'industrialisation, même si c'est l'époque dont je vous parle, en 1830, une période de crise économique, mais enfin dans les 15 ans qui précédaient, il y avait eu quand même une croissance économique importante. Et c'était complémentaire des Pays-Bas, qui est un pays qui a des ports, et ces ports permettaient donc d'avoir des débouchés vers l'extérieur et de pouvoir vendre à l'extérieur. Donc un pays plutôt industrialisé, en tout cas pour la partie méridionale du pays, mais à Gand, à l'Ost, ça commence aussi. Hein. Et puis d'autre part, le nord du pays, plutôt orienté vers le commerce sur le plan international. Mais les paysans restent très, très nombreux dans le nord et dans le sud des Pays-Bas. Ça, on est encore à une époque où les paysans représentent la majorité très nettement de la population. Paysans qui souffrent aussi beaucoup, hein, qui souffrent aussi beaucoup à cette période-là. Oui, donc j'étais en train de vous parler de ces éléments-là. Donc je vous dis que, à côté de l'aristocratie de la grande bourgeoisie, vous avez une petite et moyenne bourgeoisie. Cette petite et cette moyenne bourgeoisie, en 1830, là, elle est plutôt contre le régime hollandais. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous trouvez dans cette moyenne et petite bourgeoisie, à Bruxelles, je dis bien, un certain nombre de fonctionnaires qui ne regrettent pas vraiment le régime français qui avait précédé. N'oubliez pas que pendant une vingtaine d'années, nos provinces étaient devenues des départements français. Donc, définitivement, entre 1795, qui est la deuxième invasion française, conquête donc, de nos régions, donc les anciens Pays-Bas autrichiens et d'autre part la principauté de Liège, et 1814, quoi. N'oubliez pas que la bataille de Waterloo a eu lieu près de Bruxelles, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc, et qu'il y avait d'ailleurs des Belges des deux côtés, hein, au moment de la bataille de Waterloo. Donc, on trouve cet aspect-là,
et en plus, les intérêts de la grande bourgeoisie et de la petite et moyenne bourgeoisie ne sont pas du tout les mêmes. Donc en fait, eux, ils sont plutôt contre. Alors maintenant, quand on voit les classes populaires, là, les classes populaires se divisent entre des artisans, on trouve bien entendu des ouvriers indépendants et on trouve alors des prolétaires qui travaillent dans les usines. Alors, certains travaillent encore dans un cadre strictement corporatiste, ou en tout cas ont des liens de type corporatiste, tandis que les prolétaires, eux, sont franchement, si je puis dire, dans le cadre d'une exploitation où ils n'ont strictement rien à dire. Il n'y a même pas moyen de discuter avec des petits patrons. Là, ils se trouvent devant sous une chape de plomb. Et là, on est vraiment dans un prolétariat de type industriel tel qu'on a pu le connaître longtemps. Donc là, forte tension. Forte tension. Donc vous voyez que les Belges, ou ceux qui vont devenir les Belges en 1830, sont partagés. Sont partagés, mais pour des raisons tout à fait différentes. Pour des raisons idéologiques, je vous l'ai dit, pour la noblesse. Sur le plan économique, la grande bourgeoisie se trouve plutôt bien à l'aise avec le régime néerlandais. La moyenne et petite bourgeoisie est plutôt contre. Et alors, quant aux ouvriers, effectivement, et au prolétariat, ils sont plutôt contre également, bien entendu. Et c'est ce qu'a mis en évidence, en particulier, Maurice Bologne, qui est donc l'auteur d'un ouvrage dont je vais vous montrer tout à l'heure sur l'insurrection, la révolution prolétarienne en 1830. Alors, si on fait le bilan de tout ça en termes de rapport de force, première partie de la Révolution, à partir du mois d'août et au début septembre, effectivement, c'est une révolution où les prolétaires sont en première ligne. Ensuite, deuxième partie, c'est-à-dire pendant les journées de septembre, vous avez une bourgeoisie qui est divisée, la grande bourgeoisie qui ne veut pas la séparation entre le nord et le sud, mais à côté de ça, vous avez des bourgeois radicaux qui appartiennent à la moyenne ou à la petite bourgeoisie et qui, eux, sont pour l'indépendance de la Belgique. Ce sont ceux-là qui vont prendre la main et canaliser la révolte populaire prolétarienne à leur profit. Parmi ces bourgeois radicaux, il y a par exemple le fameux Charles Rogier, qui a donné son nom à la place Rogier, que vous connaissez certainement donc, à Padoue. Il y a l'avenue Rogier également, il y a la statue de Rogier qui se trouve donc rue du Congrès à Bruxelles. Et c'est cette bourgeoisie-là qui récupère cette révolution populaire à son profit et va mettre en place un régime politique qui n'est pas du tout favorable aux masses populaires, puisque sur une population qui comprenait à l'époque, dans les territoires belges, 3 800 000 habitants, donc 3 800 000, retenez ce chiffre. Hein. À l'heure actuelle, vous savez qu'il y a 11 millions d'habitants en Belgique, hein, pour vous donner un de grande. Donc il y a, ça fait quoi, presque 4 fois plus, hein, non, 3 fois plus. 3 fois plus, hein, pratiquement. Hein. Donc il y a 3 fois plus d'habitants qu'en 1830. Et seuls pourront voter, donc seuls auront leur mot à dire, dans la constitution qui va être votée dans le nouvel État belge, donc à partir de février 1831, il y aura seulement quelques dizaines de milliers de Belges qui pourront voter, parce que c'est en fait un régime parlementaire censitaire qui est mis en place. Censitaire.
Et donc ces électeurs sont censés, et c'est une fiction, représenter l'ensemble de la population. Donc vous imaginez 3 800 000 habitants et seulement quelques dizaines de milliers d'habitants qui ont le droit de voter. Je vous rappelle ce que c'est que le cens, c'est le revenu, le montant nécessaire, votre fortune, vos revenus en tout cas, qui vous permettent donc d'exercer vos droits de citoyen. Et si vous vouliez en plus de ça être élu ou éligible, il fallait disposer d'une fortune bien importante, en particulier pour le Sénat. Donc on voit que toute une série de garde-fous sont mis en place par la bourgeoisie pour garder la main. Donc, les masses populaires sont vraiment perdantes, et en particulier les prolétaires, dans cette révolution. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, pour reprendre la chronologie, que cette révolution a pu être interprétée comme une révolution francophone et wallonne. Mais je vous ai dit qu'il fallait apporter un petit bémol, puisque la population bruxelloise était majoritairement flamande à l'époque, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. À l'heure actuelle, il semblerait que ce soit 85%, sont les chiffres officiels, je crois, ben, bon, de francophones à Bruxelles contre 15% de néerlandophones. Il semblerait que les néerlandophones soient moins nombreux que ça. Voilà. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y avait une fonction très importante de néerlandophones, enfin de flamands, hein, on ne peut pas dire néerlandophones, parce que vous savez que le bruxellaire, que je connais un petit peu parce que voilà, j'ai toujours vécu à Bruxelles, donc le dialecte flamand de Bruxelles, c'est pas du néerlandais, hein. C'est pas du néerlandais, et puis c'est du néerlandais, enfin c'est un dialecte flamand avec beaucoup de mots justement français, quoi, justement. C'est une langue bâtarde, hein, avec des mots particuliers que les Bruxellois connaissent bien, ce qui nous permet de nous reconnaître entre nous parfois, parce que même quand on parle français dans la conversation, on utilise de temps en temps des mots, un zineke, je ne sais pas moi, un stouf, un dikenek, enfin il y a plein de mots comme ça, hein, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, voilà. Évidemment, c'est des mots à utiliser à Bruxelles, peut-être que dans le Grand Bruxelles, on connaît peut-être ces mots-là aussi, peut-être certains aussi en Wallonie, mais alors là par diffusion, je dirais, comme inversement, en Wallonie, on utilise des mots qu'on n'utilise pas du tout à Bruxelles, hein, vous savez, ce sont des mots... Et alors nous sommes comme ça, quand on est belge, on est comme ça, des ineke, comme on dit, c'est-à-dire des bâtards, des vrais métis, hein, puisque Bruxelles, c'est la dernière place forte, si je puis dire, enfin place forte, c'est tout sauf une place forte, justement, hein, parce que c'est un endroit très cosmopolite, où il y a beaucoup de mixité culturelle, mais c'est le dernier, c'est vraiment une ville frontière, hein, juste avant la germanité, qui comprend les Pays-Bas, la Flandre, les Pays-Bas, l'Allemagne, les pays scandinaves, etc. On est juste à la limite, hein, voilà, de la latinité, si vous voulez. Enfin, ce sont des notions qui n'ont plus beaucoup de sens à l'heure actuelle, quoique. On parle encore des pays latins, on parle encore des pays du nord de l'Europe, et la Belgique, justement, sur le plan social, politique, est un petit peu un mix. Elle est plutôt du côté des pays du nord pour tout ce qui est sécurité sociale, d'ailleurs. Quoique ça ne veut pas dire grand-chose, parce que quand vous voyez le Royaume-Uni, avec la politique libérale qu'ils ont depuis de nombreuses années, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont dans le modèle de type scandinave, hein, certainement pas. Voilà. Alors, et c'est là que je voulais en venir, au mois d'octobre, là, enfin, les Flamands se bougent. Parce que le clergé flamand, pendant la Révolution, hein, il ne veut pas qu'on chamboule quoi que ce soit. Et puis, à partir du moment où c'est gagné, ou à peu près gagné, eh bien, il lâche la bride, et les villes flamandes se révoltent, au mois d'octobre. Vous savez, c'est un petit peu comme les carabiniers d'Offenbach, hein, qui arrivent quand tout est terminé. Hein, voilà, alors j'exagère, hein, parce que quand je dis tout est terminé, c'est pas vrai. Bien entendu que leur appui a été conséquent, il ne
faut pas caricaturer. D'ailleurs, si certains flamands m'écoutent, ils vont dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce professeur d'histoire qui tire complètement la couverture du côté des francophones? Mais enfin, c'est vrai qu'ils sont venus après. Ils sont intervenus sérieusement. Voilà. Alors pourquoi le clergé, pendant longtemps, il a été... tout d'abord parce que le clergé n'aime pas le désordre. Il est pour la stabilité sociale, politique, pour l'ordre établi. Donc même si le clergé et l'épiscopat n'aimaient pas du tout Guillaume Ier, avant tout, on ne se bouge pas trop. On n'est pas, le clergé était réactionnaire, il n'était pas pour la révolution. Mais à partir du moment où le deal qui avait été passé entre d'une part les libéraux et d'autre part les catholiques est en voie de réalisation, ce qui sera fait donc dans la Constitution de février 1831, là le clergé n'y voit pas de problème. Quel était ce deal en fait? En fait, les libéraux, ce qu'ils voulaient, c'était la liberté d'enseignement, la liberté de la presse, autrement dit des libertés que les marxistes pourraient considérer comme des libertés formelles, donc essentiellement une égalité sur le plan juridique entre les citoyens devant les tribunaux, etc. Je vous ai dit que là, l'égalité sur le plan politique, elle n'existe pas, puisqu'on est dans un régime censitaire. Mais enfin, bon, ils se contentent de ça. Tandis que les catholiques, si vous voulez, avant tout, c'est que les catholiques ne soient plus bridés comme ils l'avaient été à l'époque du roi Guillaume, donc pendant 15 ans, entre 1815 et 1830, qu'ils n'aient rien à dire, qu'ils soient même, entre guillemets, persécutés, puisque c'était le protestantisme qui était la religion du roi et la religion des dominants des Pays-Bas septentrionaux. Et il y a un véritable deal qui est passé. La liberté d'enseignement est intéressante pour les catholiques. Pourquoi? Et pourquoi ils y ont contribué? Parce qu'à partir du moment où vous avez la liberté d'enseignement, contrairement à ce qui se passait donc à l'époque du régime hollandais ou à l'époque française, qui était une époque de centralisation de type jacobin, c'est que le clergé a pu ouvrir des écoles catholiques qui vont être subsidiées d'ailleurs. Il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et il y a d'ailleurs, dans le courant du XIXe siècle, un certain nombre de lois qui sont tout à fait favorables aux catholiques. Il y aura une réaction dans les années 80, 70, 80, du côté des libéraux, quand ils seront au pouvoir à un moment donné, pour dire maintenant ça suffit, bon, et puis les catholiques seront au pouvoir entre 1884 et 1914, et il faudra attendre 1958-59, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins de 60 ans, pour qu'enfin il y ait un pacte scolaire qui mette fin à la guerre scolaire entre d'une part les partis laïcs, c'est-à-dire les socialistes et les libéraux d'un côté, et d'autre part les catholiques, et donc on vit en Belgique sur une sorte de compromis, c'est pas une sorte, c'est un vrai compromis qui fait que l'enseignement catholique est subsidié, et voilà, pratiquement quand vous êtes dans une école catholique, voilà, le traitement des professeurs est payé d'ailleurs dans le ministère, sauf que ça ne s'appelle pas traitement, ça s'appelle subvention-traitement, mais bon, ça ne change pas grand-chose. À l'euro près, au centime près, un professeur touche la même chose dans l'enseignement catholique chez nous qu'un professeur d'enseignement officiel, que moi ici. Donc, voilà. Voilà, je crois vous avoir fait le tour de la Révolution belge de 1830. J'espère que les choses sont plus claires pour vous, que ça a levé peut-être un certain nombre d'imagerie qu'on a pu vous mettre dans la tête quand vous étiez enfant ou adolescent. Donc vous avez retenu que la dimension sociale est quand même importante, que la dimension nationale, on ne peut pas la nier, puisqu'il y a finalement récupération, mais en termes de classe, c'est bien la bourgeoisie qui est la grande bourgeoisie francophone, qui est bien la grande gagnante de cette révolution, et c'est elle qui est donc... qui monopolise le régime politique mis en place. C'est seulement en 1848 que le cens va être diminué. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que l'on passe en 1894 au suffrage universel de type plural. Ça veut dire que certains dans le pays peuvent garder
ont droit à plus de voix que d'autres, vous imaginez, hein, voilà. Et alors c'est seulement en 1919 que le suffrage universel pur et simple est établi, mais pour les hommes, seulement les hommes de 21 ans et plus. Il faudra attendre 1948 pour que les femmes puissent également voter. Voilà, je vous montre maintenant quelques ouvrages. Voilà, alors ça c'est un ouvrage qui s'intitule 1830, l'histoire d'une révolte, qui date de 1980, donc du 150e anniversaire, où vous avez entre autres, au début de ce recueil de textes, la contribution d'Hervé Asquin, assez courte, mais qui synthétise très bien mon propos d'aujourd'hui. Plutôt c'est moi qui me suis servi de cette contribution pour faire mon exposé, mais je me suis servi aussi, bien sûr, de l'ouvrage de Maurice Bologne, L'insurrection prolétarienne de 1830, qui a été réédité récemment en 2005, donc il y a 10 ans, par les éditions Aden. Voilà, donc ouvrage dû à Maurice Bologne. Et alors, à la fin de cet ouvrage, ça ne coûte pas cher, hein, c'est 10 €, vous avez en fait diverses contributions, dont celle de Robert de Vlechoer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, lors d'une communication à la Karl Marx Université à Berlin, je crois que c'est à Berlin, attendez, je regarde, la Karl Marx Université, non, à Leipzig, donc, a fait donc, une communication sur la révolution, non, oui, ça s'intitule La Révolution belge de 1830, voilà, et qui lui insiste plus mais ne nie, sur les aspects économiques et sociaux, mais ne nie pas du tout, au contraire, les aspects nationaux. Alors, d'une manière générale, vous avez la nouvelle histoire de Belgique que vous connaissez certainement, je ne sais pas combien de volumes, je crois qu'il y en a au moins 3, 4, si pas 5. Nouvelle histoire de Belgique sous la direction d'Elswiet et Yann Gubin, Nandrin et Guita de Neckere. Donc le volume 1 porte sur 1830-1905 aux éditions complètes. Ça c'est vraiment un ouvrage relativement récent, hein, qui est dû à des historiens francophones et néerlandophones. Voilà. Il y a plusieurs volumes, ça vaut la peine de vous faire offrir ce genre de choses si vous vous intéressez à l'histoire contemporaine de la Belgique le mois prochain, c'est-à-dire lors des étrennes. Alors, je vous ai parlé d'Henri Pirenne tout à l'heure, Histoire de Belgique. Ici, voilà, parce que moi j'ai plusieurs éditions de Pirenne, hein, mais enfin je vous ai apporté la vieille édition que j'ai, le tome 6, qui porte sur la conquête française, le consulat et l'Empire, le royaume des Pays-Bas et la Révolution belge. Donc c'était le grand historien, et il reste certainement le grand historien belge. Voilà. Il est mort depuis bien longtemps, hein. Il est mort en 1935 ou 1936, si mes souvenirs sont bons. Alors, de John Gillissen, qui était aussi mon professeur à l'Université de Bruxelles, qui était professeur d'histoire du droit, le régime représentatif en Belgique depuis 1790, la renaissance du livre. Alors, de Francis Delperrey, que vous avez peut-être déjà vu de temps en temps à la télévision, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université de Louvain. J'écris ton nom Constitution. C'est un petit ouvrage, une réflexion sur la Constitution belge. C'était publié dans la collection L'Académie en poche, publiée par l'Académie royale de Belgique. Ça ne coûte, je n'ai pas le prix ici, mais je crois que ça coûte 5 €, si mes souvenirs sont bons. Toute la collection, tous les ouvrages de cette collection coûtent 5 €. Alors, de Aloïs Simon, le Parti catholique belge 1830-1945, la renaissance du livre. Si je vous le montre, c'est parce que je vous ai parlé quand même du rôle des catholiques. On fait alliance avec les libéraux, donc c'est un peu l'alliance du feu et de l'eau à cette époque-là, mais enfin, bon, ils avaient un ennemi commun, donc c'est ce qu'on appelle une alliance objective. Et alors, les deux gros ouvrages, l'autre de mes professeurs, Jean Stengers, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, tome 1, Les racines de la Belgique, et tome 2, Le grand siècle de la nationalité belge,
aux éditions Racine. En fait, au départ, c'est sa thèse de doctorat qu'il n'a pas publiée pendant sa vie. C'est tout à la fin de sa vie, alors que, bon, peu de temps avant de décéder, qu'il a décidé de publier ce livre avec la collaboration d'Éliane Gubin, et c'est un ouvrage qui augmente évidemment, a profité des travaux de presque d'un demi-siècle depuis la présentation de sa thèse. Donc c'est un ouvrage vraiment très très important pour le sujet qui nous intéressait aujourd'hui. J'ai dit.